On va passer à la première table ronde du jour. On va parler de résilience numérique. J'invite Arnaud Ponce, Yann Léchel, Benoît Parizet et David Jaïs à me rejoindre sur scène. Voilà. Messieurs, bienvenue. Voilà, installez-vous. Il y a des micros pour chacun. Hop. Donc, c'est un... Voilà, installe-toi au milieu. On va parler de ce think tank digital qui s'appelle New Deal, hein, c'est ça ? Digital New Deal, créé par Olivier Sichel, qui est aujourd'hui le patron de la Caisse des dépôts et consignations. On aura d'ailleurs sa directrice déléguée qui sera là tout à l'heure cet après-midi pour reparler de cet indice de résilience numérique, parce qu'on est vraiment à quelques jours du lancement officiel. C'est quoi cet indice de résilience numérique là ? C'est un do-tank, c'est cette idée ? Non, alors je vais clarifier les choses. L'indice de résilience numérique, c'est une initiative qui est collective, qui est d'ailleurs à la base une discussion entre Yann et David, et je les ai rejoints très rapidement pour construire cette initiative. Et effectivement, derrière, on a eu des soutiens très importants, à commencer effectivement par le groupe de la Caisse des dépôts, des filiales du groupe. C'est pour ça que DocaPost est le premier design partner à venir témoigner aujourd'hui sur l'indice. Mais on a très vite élargi à d'autres entreprises design partners. Donc voilà, donc c'est une initiative qui est pas Digital New Deal fait partie des fondateurs, mais c'est pas une initiative 100% Digital New Deal, pour clarifier les choses. Alors justement, David, le contexte, comment tout ça, d'où est venue cette réflexion ? Alors, c'est au croisement de deux choses. D'abord, la technologie prend une importance capitale dans nos entreprises. Aujourd'hui, l'IT, ça a été très bien dit à l'instant, c'est un facteur de compétitivité essentiel pour les entreprises. Or, on ne mesure pas bien, de manière objective et un peu universelle, le niveau de dépendance sur l'IT. Et souvent, on est perdu dans une épaisseur de couches, un enchevêtrement de legacy. Et donc, nous, on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose qui soit à la fois très robuste et en même temps très utile, très efficace pour des bonnes discussions en COMEX et en board, et pour préparer des arbitrages. Et donc là où il y a une petite révolution avec cet indice de résilience numérique, c'est qu'on va partir du système critique. Dora avait déjà commencé à amorcer cette révolution. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de métiers vitaux dans votre entreprise, et chaque métier vital correspond à un système digital critique, un ensemble d'actifs numériques, sur toute la stack, parce que c'est très important d'avoir une approche full stack. Si vous regardez que la couche supérieure, la couche applicative, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et on va regarder cette résilience au prisme de 8 dimensions qui apparaissent là. Et en fait, ces 8 dimensions, elles peuvent être résumées en 3 grands blocs. Il y a un bloc que j'appellerais le bloc business, c'est-à-dire le risque géopolitique, le management des contrats avec mes grands fournisseurs, les incidents des hausses tarifaires sur mon business. Donc ça, c'est très business, c'est un outil de discussion entre les DSI et les COMEX et les boards. Il y a une dimension sécurité, évidemment, et quand je dis sécurité, c'est pas que la cybersécurité, c'est aussi la capacité de la continuité opérationnelle, la capacité à fonctionner envers et contre tout, y compris en mode dégradé. Et puis, et ça c'est peut-être le plus innovant, il y a une dimension technologique aussi, parce que tout à l'heure j'étais très sensible à le débat entre innovation et maîtrise et dépendance. Il ne faut pas que la maîtrise et dépendance se fasse au détriment de la performance ou de l'innovation dans l'entreprise. Et le meilleur moyen de conjuguer autonomie stratégique et performance, c'est de savoir ce qu'on achète et de savoir ce qu'on fait. Donc pas de black box. Les modèles d'IA, on doit pouvoir les comprendre. Ils doivent être explicables. La data, on doit savoir où elle est retraitée. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant avec cette démarche qui a été construite collectivement, je remercie aussi le CIGREF et le Césin qui ont apporté leur concours. On aura Alain Bouillet d'ailleurs qui viendra tout à l'heure parler de... Exactement, et qui ont fait un énorme boulot avec nous. Mais c'est qu'en fait, on va intégrer cette dimension business, cette dimension sécurité et cette dimension technologie dans un outil de pilotage qui permet aux dirigeants, y compris non spécialistes de l'IT, d'avoir une vision stratégique sur la façon de maîtriser leur dépendance sans dégrader l'innovation. En fait, c'est quelque chose qui existait déjà dans le monde de l'énergie, par exemple, mais qu'on n'avait pas dans le monde de la technologie. Exact, ça existait dans le monde de l'énergie et surtout dans le monde de la défense. Oui. C'est-à-dire que là où la défense a une longueur d'avance, c'est sur la notion de système critique. Simplement, ça n'existait pas dans le monde de l'IT et on voit quand même jour après jour, à quel point nous avons besoin de nous dérisquer. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est très important aussi, parce que je discutais hier avec un directeur du numérique dans un grand ministère français qui disait, en ce moment, à cause de la crise géopolitique entre l'Europe et les États-Unis, on n'achète plus rien.
Donc on n'achète plus d'IA. Et peut-être la DGSI, parce qu'il y avait une question tout à l'heure, la DGSI qui a signé un contrat avec Palantir. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais il disait, on n'achète plus rien parce qu'en fait, on ne peut pas prendre le risque d'acheter de la tech américaine en ce moment. La notion de système critique permet de faire le tri. Il y a ce sur quoi, effectivement, on ne peut pas se permettre d'être trop dépendant, notamment d'acteurs extra-européens. Et puis, il y a le reste. Et ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une métrique parce qu'on ne maîtrise vraiment que ce qu'on mesure. Arnaud, donc il y a la genèse derrière cette réflexion de David et de Benoît et de Yann, pardon. Il y a la genèse donc de cet indice. Oui, alors donc sur la base de cette réflexion, on a lancé l'indice le 4 juillet dernier lors des rencontres économiques d'Aix, en présence de la ministre Clara Chapaz, des design partners et puis effectivement de grands soutiens. On a cité la Caisse, Olivier Sichel était présent, le SIGREF qui est vraiment un acteur très important. Et le lancement officiel de l'indice se fera d'ailleurs ici à Bercy la semaine prochaine, le lundi 26, en présence de la ministre. Le lancement, ça veut dire que c'est l'ouverture à la labellisation des entreprises et le fait que les entreprises conseils vont pouvoir être agréées pour labelliser ces entreprises. Et entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Entre le 4 juillet et le lundi prochain, il y a eu 5-6 mois intenses de travail, d'un travail collectif, comme a dit David. C'est-à-dire que ça représente, un ordre d'idée, une trentaine d'ateliers avec des dizaines de participants, des groupes de travail au SIGREF, au Césin et ailleurs. La mise en place d'une gouvernance avec un comité méthodologique et un comité écosystémique qui a permis de valider et de participer à la vérification, à la légitimité des critères. Donc voilà, c'est un travail à ses conséquences juridiques aussi, vous en doutez. Et puis la mise en place d'une association, donc l'ADRI, qui est l'association Digital Resilience Initiative, qui est une association qui va devenir européenne avec en 2026, on va passer l'association qui est une loi 1901 non lucratif en AISBL. Donc voilà le programme et même une internationalisation avec l'Asie. On est déjà en discussion avec l'Asie du Sud-Est pour que l'indice devienne un standard mondial en fait. Oui, parce que Yann, le but c'est de donner aussi une dimension. Enfin, parlons un peu juste quelques mots sur la méthodologie, la dimension aussi open de ce standard pour que qui est réalisé avec les entreprises. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est d'avoir une lecture qui soit sans jugement, très orienté système critique, puisque c'est bien ça qui est le cœur de chaque entreprise, et donc c'est sur ça qu'on doit porter l'accent. Donc l'instrument étudie les systèmes critiques. Certaines entreprises ont déjà fait cet inventaire, d'autres devront le faire. À partir de cette base, on va regarder à partir du haut de la stack et descendre jusqu'aux couches basses. C'est une lecture qui permet donc de répertorier la chaîne de dépendance, et à partir de là, on a un diagnostic qui est 360 à travers ces 8 vecteurs. L'open source, dont on parle souvent, mais qui est plus complexe à apprécier, fait partie d'un ensemble qu'on peut dire en anglais l'openness, ou un terme que je lance dans le cadre d'un ouvrage d'ailleurs, l'ouvertarisme. C'est cette notion d'être délibéré dans la manière de maîtriser les couches qui permettent une maîtrise interne. Ça vient aussi avec des compétences internes. Donc on va travailler le champ de maîtrise, les supply chains au sein d'une chaîne applicative qui aboutissent à des systèmes critiques. Donc tout ça travaille le champ sémantique également. Donc aujourd'hui, on parle de souveraineté technologique dans le cadre de cette journée. Mais le terme consacré chez nous, c'est la résilience. C'est pour ça que l'indice s'appelle l'indice de résilience numérique. Alors j'ai apprécié tout à l'heure ce que disait notre collègue du Crédit Agricole, qui fait partie des très bons élèves. Mais les entreprises n'ont pas pour vocation première de créer les conditions de la souveraineté numérique. Elles ont besoin d'être performantes. C'est pour ça que la résilience fait partie de ce que disait David tout à l'heure, les enjeux de risque. Donc on doit apprécier cette dimension, c'est une dimension de résilience qui s'applique à chaque entreprise. Chaque entreprise a sa propre lecture, son jugement, qui aboutira évidemment, probablement, au niveau collectif, lorsque tout le monde cherchera à s'améliorer, à une meilleure souveraineté nationale et européenne. Oui, juste un mot, ce qui est important aussi, c'est que du coup, la lecture se fait par système critique. Donc on peut regarder un système critique, on peut regarder l'ensemble des systèmes critiques d'une entreprise. C'est matriciel. Voilà, c'est matriciel. L'environnement. On peut regarder aussi à l'intérieur d'un système critique un seul actif. C'est-à-dire que si je suis une entreprise qui considère que tout le système n'est pas critique, mais qu'il y a un logiciel qui est très sensible, on peut regarder que le logiciel. Et c'est valable aussi bien du côté des entreprises utilisatrices que de l'offre.
Si, par exemple, je suis un éditeur de logiciels qui opère dans le monde de la santé ou de la défense, par exemple, j'ai tout intérêt à me faire passer au scanner aussi de l'indice de résilience numérique. Moi, je compare les systèmes d'information à des systèmes biologiques. C'est des systèmes complexes. Il y a des incompatibilités, il y a des niveaux de sensibilité qui ne sont pas les mêmes d'un secteur à l'autre. Dans la défense ou dans la santé, le niveau de sensibilité sera forcément plus élevé que dans le retail, par exemple. Et c'est normal. Et donc, le sujet, c'est d'accompagner les dirigeants pour décider en conscience de ce qui est vraiment prioritaire, de ce qui doit être désensibilisé. Mais chacun, en fait, le fait en fonction de sa stratégie d'entreprise et de ses priorités. Alors justement, Benoît Decapos, donc entreprise utilisatrice, c'est quoi les avantages à utiliser cet indice? On l'a déjà beaucoup cité. Oui, on a déjà beaucoup cité. Donc nous, en fait, en tant que design partner de l'opération, on s'est auto-appliqué cet indice et on a pu, sur des secteurs qui sont assez sensibles dans lesquels on opère, c'est-à-dire la santé, le secteur public et la finance, on s'est concentré sur la santé et le secteur public. Sur un périmètre donné, on a pu, disons, raffiner cet indice et voir ce que ça donnait dans les faits. La bonne nouvelle, c'est que, j'allais dire, on est arrivé au bout de l'opération. Donc, c'est-à-dire que ça peut, c'est réellement opérationnel, applicable, et après, ça remonte au niveau du board avec des choses qui sont compréhensibles et j'allais dire, dont le board peut s'emparer. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis, on a aussi, dans cette expérience, vu qu'il était très important de mettre l'ensemble des composantes de l'entreprise autour de la table. Donc, à la fois, évidemment, les composantes plus tech, mais aussi, on en parlait tout à l'heure, juridique, risque, parce que souvent, les entreprises, en fait, tirent cette dimension par une dimension risque, mais aussi financière. On le disait, on le partageait avec certains, il y a une dimension financière qui est évidemment dedans, parce que la résilience peut avoir un coût dans certains cas. Donc en mettant l'ensemble de ces parties prenantes au sein de l'entreprise, ça permet de créer une forme de, pas de consensus, mais en tout cas de vision collective qui ensuite remonte au board et permet ensuite de prendre des décisions. Et nous, évidemment, on s'est appliqué ça à nous-mêmes pour pouvoir ensuite l'appliquer, évidemment, et conseiller nos clients, parce qu'une fois qu'on a fait cet indice de résilience numérique, l'idée, c'est de passer à l'action. Donc, ce n'est pas simplement d'avoir un thermomètre qui vous dit à un instant T où est-ce que vous êtes, c'est de pouvoir passer à l'action, pouvoir engager une trajectoire de réduction de votre dépendance ou d'augmentation de votre résilience, ça dépend comment on le voit. Et là, on est en train de déployer toute une offre pour accompagner des entreprises sur la base de ce thermomètre. Donc, ce que je comprends, ça fait un cadre de discussion plus clair entre le patron du digital et du système d'information et de son board, mais aussi un dialogue, pour établir un dialogue avec les fournisseurs. Exactement. Et dans les fournisseurs, on citait tout à l'heure les éditeurs logiciels. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y aura des formes de labellisation qui vont se créer. En tout cas, nous, on pense que c'est une des manières de faire en sorte que l'ensemble du marché, l'ensemble du collectif conforme évolue positivement. D'ailleurs, il y avait une des premières questions, c'est faut-il avoir un label de code souverain en Europe au-delà du Secnum Cloud? Bon, ça ça peut y répondre en partie. Il y avait une question, David, comment combiner... c'était la question. Voilà, c'était celle-ci. Il y en a une très concrète. Comment est mesuré l'IRN? À quoi doit-on s'attendre lorsque l'on se lance dans la certification? En fait, ça ressemble un peu à des certifications que vous connaissez si vous avez participé aux démarches type B Corp. Ou EcoVadis, c'est-à-dire qu'il y a une centaine de points au total, on regarde une vingtaine de critères vitaux, il y en a sur chacun des grands piliers, parce que ce qui est intéressant, je le redis, c'est de regarder les aspects stratégiques business, les aspects sécurité et les aspects technologiques ensemble, et qu'on arrête d'examiner les choses en tranches de saucisson. Parce qu'un des problèmes de l'IT dans les COMEX, c'est qu'on va avoir un point sur la cybersécurité, on va avoir un point sur l'IA générative, mais tout ça n'est pas pensé ensemble. Alors qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas juste d'acheter des solutions sur étagère. Un des grands dangers, c'est la commoditisation de la tech. C'est ça qui crée la dépendance. C'est de pouvoir envisager le déploiement de l'IA à la fois comme un gage de performance et de productivité, mais dans un niveau de conformité et de sécurité qui ne met pas en danger l'entreprise et qui ne creuse pas sa dette organisationnelle, sa dette technique. Et cet instrument-là, Benoît le disait très bien, c'est vraiment un instrument de pilotage. Ce n'est pas juste un gadget pour mettre des scores et se comparer. C'est un instrument de pilotage. Si on a déjà effectué les audits pour les ISO, les DORA, les NIS 2, est-ce qu'on doit aussi refaire alors ça, c'est une question très importante parce qu'on a été très vigilant sur ça. On s'est dit, on ne va pas faire un machin de plus. Ouais. Donc là, on s'est dit, en fait, ça, c'est vraiment un standard. D'ailleurs, c'est un open standard à partir de la semaine prochaine qui intègre les différentes dimensions. Donc, DORA, c'est très centré sur la continuité opérationnelle. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre les différentes dimensions. C'est un peu un plancher.
Et ensuite, il est possible évidemment de faire des forages en faisant des audits ou des certifications spécifiques, par exemple sur la cyber, ou sectorielles, par exemple dans le monde bancaire ou dans le monde aéronautique. On ne va pas se substituer aux certifications vraiment sectorielles ou spécifiques, mais l'idée c'est d'avoir un plancher et d'être capable, entre l'offre et la demande, de parler un langage un peu plus universel, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Arnaud ? Je vais compléter sur l'open standard, ce que je pense que c'est important que le message passe, c'est que concrètement, une entreprise bénéficiaire, l'entreprise finale qui va vouloir mesurer ses dépendances, elle a 2 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est qu'elle utilise directement l'indice qui est open standard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est déjà déposé sur GitLab, les critères sont à disposition, et donc vous pouvez faire vous-même de manière autonome ce diagnostic. Merci. L'autre option, qui est évidemment l'option sur laquelle on travaille le plus, comme vous en doutez, c'est l'entreprise va être labellisée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers des conseils IRN qui sont agréés et qui vont donc pouvoir appliquer ce diagnostic de manière professionnelle, et eux-mêmes vont être contrôlés, etc., pour que la labellisation ait véritablement la valeur d'un label. Et pour que vous compreniez, ces agences, typiquement c'est des ESN, des entreprises de conseil qui vont pouvoir être agréées pour pouvoir accompagner leurs clients et prospects. Et elles-mêmes, typiquement DocaPost, vous avez le double casquette. Ces conseillers en fait, sont formés par des entreprises accréditées qui appartiennent à l'association. Voilà, que vous compreniez un peu le chemin. Et là où c'est intéressant, c'est que demain, ça rentrera dans les clauses de marché public ou d'appel d'offres, ça pourra rentrer dans les polices d'assurance, ça pourra rentrer dans l'ESG, ça pourra rentrer aussi les fonds d'investissement, dans les critères de comité d'investissement. J'ai une dernière question là, avant de passer à la suite. Êtes-vous sûr que toutes les entreprises françaises évaluent ce risque de souveraineté au même niveau et donc engageront les mêmes moyens pour... Aujourd'hui, elles n'évaluent pas du tout ce risque de souveraineté au même niveau, et la plupart ne l'évaluent pas du tout. Oui. D'ailleurs, on ne parle pas de souveraineté, mais de résilience. Voilà, c'est le pilotage des dépendances et des risques qui en découlent, qui sont des risques business, des risques technologiques et des risques de sécurité. Il y a la data, il y a la cyber, il y a la partie environnementale. Mais l'objectif, c'est pas une réglementation. Nous, on fait le pari, c'est un consortium d'acteurs privés que vous avez là devant vous. Nous, on fait le pari de l'intelligence collective et de l'intelligence des entreprises et de l'intelligence de la place. Alors, il se passe quelque chose dans le monde bancaire et assurantiel. Là, ils nous suivent quasiment tous. On espère que ça va ruisseler. Je pense que dans les télécoms, je pense que dans l'industrie, dans la défense, dans l'aéronautique, il y a un vrai enjeu à le faire assez vite, oui. Réponse très rapide. Ce sera un label ou une note? Il y aura un nombre de points que l'entreprise pourra communiquer ou pas si elle le veut. Et pour être labellisé, en fait, il faudra avoir un minimum. C'est comme Bicorp. Il faut avoir un nombre minimum de points. Et là, on pourra afficher le label R, dont vous voyez le logo ici, qui est un octogone, un peu comme le B de Bicorp, sauf que là, c'est le R de... Est-ce que les fournisseurs pourront communiquer leur IRN? Bien sûr, ça fait partie du jeu. Messieurs, merci. Merci encore pour vos questions. Merci. On ne peut pas les prendre toutes, mais voilà, on peut remercier tous les 4.